Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, bonjour et bienvenue à l'Institut d'études avancées de Paris. Je suis Sadi Lalou, son directeur, et j'ai la joie de vous accueillir aujourd'hui pour une séance scientifique dans le cadre de ces journées, ces traversées du Marais, et d'accueillir mon collègue et ami Fabien Girondola, professeur des universités, directeur du laboratoire de psychologie sociale d'Aix-Marseille, directeur adjoint de l'Institut Créativité et Innovation d'Aix-Marseille. C'est toi qui as fondé ce truc-là en plus. Eh ben oui. Fabien Girondola est professeur de psychologie sociale, donc il dirige ces deux institutions. Ses travaux portent sur beaucoup de choses, sur l'innovation comportementale, la résistance au changement, les influences sociales, la modification des opinions et des comportements dans le cadre de la communication persuasive, la persuasion technologique, l'engagement, la dissonance. Et il travaille aussi sur les aspects psychosociaux de la créativité et de l'innovation. C'est son deuxième poste de direction sur l'institut qu'il a créé. L'étude des éléments d'influence, les déterminants des jugements sociaux, environnementaux, qui participent au processus de créativité et d'innovation en situation individuelle et collective, puisque c'est un psychologue social, comme moi d'ailleurs. Voilà. Et donc, par exemple, dans le cadre de prise de décision, du brainstorming, tout ça, c'est les choses qu'il étudie dans le laboratoire qu'il dirige avec ses étudiants et ses collègues. Donc ces domaines de recherche scientifique sont appliqués dans le domaine de la santé publique, du travail, de l'éducation, de l'environnement, et il a notamment été membre du Conseil scientifique de Santé publique France. Alors, je lui ai dit, mais tu veux pas faire un peu la pub pour tes bouquins? Il me dit, non, non, c'est quelqu'un de très modeste, et je l'ai forcé à faire un transparent où quand même il vous montre un petit peu ce qu'il a fait, et c'est super. Et donc aujourd'hui, je suis célèbre pour mes introductions courtes, donc je vais m'arrêter tout de suite, et je vais laisser Fabien vous présenter des choses qui sont absolument passionnantes sur le thème de l'engagement, qui, comme vous le savez, est le thème de cette année. Et donc, Fabien, je te laisse la parole pour une quarantaine de minutes. Après, on aura un petit peu de temps pour les questions, pas énormément. Fabien, je te laisse. Merci à vous toutes et tous. Merci. C'est lui, la vedette. Merci Sadi pour cette belle introduction aux recherches. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment très très content d'être là. Merci encore pour cette belle invitation. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la psychologie de l'engagement. Donc comme vous voyez, moi je suis professeur de psychologie sociale à Aix-Marseille Université. Et donc, on va voir ensemble brièvement, puisque j'ai une quarantaine de minutes, donc j'ai fait des choix. Hein. Qui dit faire des choix dit aussi faire des sélections un petit peu, voilà, très très vite. Je vais vous parler de l'engagement, et donc on va y aller de suite. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint de quelques diapositives. Donc, j'essaierai en fait de faire passer ce PowerPoint. Évidemment, sous la pression temporelle, peut-être je passerai plus vite sur certaines diapos plus que sur d'autres. Voilà, je suis un auteur de plusieurs ouvrages, voire de chapitres d'ouvrages. Hein. Donc, si vous souhaitez être informé sur la psychologie sociale, ce qu'est la psychologie sociale, vous pouvez lire le bouquin qui s'intitule Psychologie sociale. C'est un manuel pour tout le monde, pour les étudiants et pour ceux ou celles qui souhaitent savoir ce qu'est la psychologie sociale. Pour ceux ou celles qui souhaitent approfondir un petit peu plus, aller au-delà de la psychologie sociale et voir ce sur quoi on peut travailler, vous pouvez lire Attitude et comportement, comprendre et changer. C'est des bouquins qui sont sortis en 2016 pour le second et en 2024 pour le premier. Et là, ça va vous plonger, on va dire, dans ce qu'on va traiter aujourd'hui, finalement, dans le changement des opinions, dans le changement des comportements. Ensuite, vous avez deux autres bouquins. Là, c'est plutôt des chapitres, on va dire, très techniques, mais tout à fait accessibles. Hein. Donc, le traité de psychologie sociale, qui est sorti en septembre 2024 sous la direction d'un collègue grenoblois. Et puis là, vraiment, si vous voulez avoir une vision aussi de la psychologie sociale sur tous ces aspects, vous pouvez lire les 20 petites histoires de psychologie sociale, où là, la psychologie sociale est illustrée à chaque fois par une expérimentation, par une étude qui est, on va dire, une étude princeps en psychologie sociale, et une étude qu'on qualifie de célèbre ou de fameuse en psychologie sociale. Voilà. Et de quoi va-t-on parler? Donc, aujourd'hui, on va parler de l'engagement et plus précisément d'une question qui est très, très importante.
c'est les opinions et les comportements, mais surtout comment changer ses opinions et comment changer ses comportements. Et c'est une question qui est assez récurrente, hein, qui est même d'actualité, hein, puisque vous savez que on a des opinions, on réalise certains comportements, mais comment peut-on efficacement les changer? Alors, on va voir brièvement hein, ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on peut changer ses opinions? Alors, les opinions, hein, on en a tous, on en a toutes. Hein. On pense telle chose, on réfléchit à telle chose. Vous savez que telle chose se passe comme ci, comme ça, etc. Ça, c'est vos opinions. On parle aussi d'attitude. Hein. On a des attitudes envers tel ou tel objet, etc. Et puis, on a des comportements. Hein, les comportements. Les comportements, faire du sport, s'inscrire à un club de gym, arrêter de fumer, arrêter de boire, enfin voilà. Ça, ce sont des comportements typiques sur lesquels on travaille. Alors, comment peut-on les arrêter, ces comportements? Ou comment peut-on les changer plutôt? Eh bien, première méthode, je dirais, c'est la persuasion. Est-ce que la persuasion est une bonne technique pour changer les comportements? Est-ce que lorsqu'on a de l'information, est-ce que lorsqu'on vous transmet une certaine information, est-ce que cette information-là va pouvoir changer vos comportements? Hein, si on vous dit par exemple le tabac tue, est-ce que pour autant, si vous êtes fumeur, vous allez vous arrêter de fumer? Si on vous dit par exemple l'alcool, c'est pas très bien, c'est un peu mauvais, est-ce que pour autant vous allez diminuer votre consommation d'alcool? Donc l'idée de la persuasion, c'est de vous transmettre certaines informations avec l'hypothèse que ces informations-là vont avoir un impact sur vos opinions et que finalement, ça va impacter vos comportements. Ça, c'est le côté persuasion. C'est-à-dire, on pense que plus on vous donne de l'information, plus on essaie de vous convaincre et plus on vous donne des arguments très convaincants, eh bien ces arguments convaincants-là pourront éventuellement changer vos opinions et vos comportements. Alors, ça, c'est le côté, on va dire, un petit peu idéal des choses. Maintenant, on sait très bien que la question qu'on va se poser, c'est est-ce suffisant pour se mettre à agir? Est-ce que parce qu'on est convaincu de quelque chose, on va pour autant changer d'opinion et de comportement? Alors, je vous dis ça, c'est un peu frustrant pour moi, parce que là, je vous dis ça en 2-3 diapos, mais sachez que derrière tout ça, il y a 60 ans de recherche. 60 ans de recherche. C'est énorme. Hein. On y travaille depuis les années 60 là-dessus. Donc voilà, vous comprenez un peu ma frustration, mais et je pourrais vous aligner des références scientifiques, académiques, etc., en faire des pages et des pages et des pages. Il y a des livres, des thèses, des articles scientifiques là-dessus, c'est énorme, c'est énorme, on croule là-dessous. Donc voilà, vous comprenez que le travail de réduction de l'information n'est pas facile pour moi aussi. Hein. Voilà, donc euh, euh, on part du principe qu'il suffit d'informer pour obtenir un changement. Ça, c'est le principe de base. Or, on a montré, et ça depuis les années 70, 80, 70, je dirais, avec les premières expérimentations qui portent dessus, que pas forcément. Ça ne marche pas aussi facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez détenu une information, que vous savez que les choses se passent comme ça ou comme ci, que pour autant, vous allez vous conformer à ces opinions, à ces informations. Pour nous, les recherches montrent en tout cas que ce n'est pas parce que vous savez quelque chose, vous avez la connaissance de quelque chose, que vous allez vous conformer à cette connaissance-là. Hein. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure, hein, on sait très bien que le tabac tue, est-ce que pour autant les fumeurs vont s'arrêter de fumer? Bon, je prends un exemple caricatural. Vous savez très bien que faire du sport, on sait que faire du sport, ben, c'est bien. Est-ce que pour autant, pour ceux ou celles qui ne font pas du sport, vont se mettre à faire du sport? Et on peut décliner comme ça plein d'exemples de la vie quotidienne, hein, le sport, le tabac, l'alcool, le changement climatique, prendre la voiture électrique plutôt que la voiture, etc. Eh bien, on montre que ben, les gens vont vous dire, ben, effectivement, ça serait bien d'être écologiste, mais est-ce que pour autant, vous êtes écologiste? Première expérimentation qui a été faite, une expérimentation toute simple. Vous voyez, des années 72, on remonte très très loin, 50 ans. Depuis 50 ans, on travaille là-dessus. En 72, un chercheur qui s'appelle Bickman dit en gros, ben voilà, écoutez, on va essayer de faire une expérimentation dans la rue, puisqu'en psychologie sociale, on aime bien travailler avec les personnes, mais pas
des sujets que l'on trouve dans la rue. Et donc, on va travailler avec des personnes qui passent dans la rue, qui sont au courant de rien. Et donc, on va voir comment elles réagissent. Ici, c'est simple. On demande d'abord à des passants dans la rue s'ils sont d'accord pour dire que lorsqu'on voit des papiers dans la rue, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Tout le monde va dire, ben non, c'est pas bien que les rues soient sales, c'est pas bien que les rues de ma ville soient, on va dire, ne soient pas nettoyées, etc. Et il y en a 95% qui disent ça. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, quasiment, hein, pour dire, il faut garder la propreté, il ne faut pas jeter les papiers par terre. Ok, Beekman s'est dit, ok, on a 95% des gens qui disent ça, donc forcément, 95% des gens devraient aussi ramasser des papiers par terre s'ils en trouvent. Donc, on va créer la situation un petit peu plus... Alors, les gens marchent dans la rue et ils trouvent un peu plus bas dans la rue des papiers par terre. Je vous simplifie la procédure, hein, bien sûr. Ils trouvent des papiers par terre. Est-ce que pour autant, une fois qu'on a déclaré qu'il fallait que les rues soient propres, est-ce que pour autant on va se baisser, ramasser les papiers et les jeter à la poubelle? Est-ce que vous voulez vérifier, Beekman? Et on s'aperçoit que non, pas du tout. Puisqu'il n'y a que 2% des 95% des gens interrogés qui, effectivement, font ce geste de ramassage des papiers par terre, ce geste, on va dire, écologique, environnementaliste, pro-environnemental. Donc, première démonstration, une des premières démonstrations qui montre que les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait. Hein, c'est-à-dire que tous les gens vont déclarer que c'est bien que la ville soit propre et c'est bien de s'y mettre, de se retrousser les manches, mais pour autant les gens n'agissent que très peu, 2%. Et ça, on le retrouve dans pas mal de thématiques, que ce soit des thématiques environnementales, de santé publique, changement climatique de plus en plus, etc. Changement climatique, exemple aussi. 98-99% des gens sont d'accord pour dire attention, il faut faire attention au changement climatique, il faudrait peut-être s'engager à des actions pour le changement climatique, ou en tout cas faire attention à ne pas faire d'actions contre le changement climatique. Et on s'aperçoit en fait que les gens ne vont pas dans le sens des petites actions, de petits actes qui pourraient améliorer les choses. C'est peut-être moins de déchets, c'est peut-être prendre le bus plutôt que la voiture, etc. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'on déclare qu'il faut faire attention à tout ce qui est climatique que pour autant, on va aussi réaliser des comportements, on va dire, qui vont dans ce sens-là. Bien, donc question, on en est toujours pareil, comment va-t-on changer ses comportements, comment va-t-on changer ses opinions et quelles sont les méthodes dont on dispose actuellement? L'idée étant qu'il faut quand même qu'on arrive à changer les choses. Alors, on a travaillé pas mal sur sur quoi on va parler maintenant, sur la psychologie de l'engagement. Et il se trouve que par la théorie de l'engagement que je vais brièvement exposer, on parvient à obtenir des comportements, des nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, on va dire, grâce à, vous allez voir, tout un ensemble de techniques que je vais brièvement ici aussi vous exposer, mais vous aurez le temps, bien sûr, d'acquérir un petit peu par 2 ou 3 références que je vais vous donner un petit peu si vous souhaitez aller plus loin, certaines lectures. L'idée étant que peut-être que la persuasion n'est pas suffisante. Alors, on la garde, la persuasion, il en faut. Il faut informer les gens, il faut que les gens soient informés, bon, ça c'est évident. On ne peut pas supprimer ça d'un trait de plume. Mais en plus, l'idée, c'est qu'il faut peut-être passer par des techniques un peu plus proches du comportement, des techniques qui relèvent, on va dire, qui impactent directement sur les comportements. Et ces techniques-là, on va peut-être les utiliser dans un cadre engageant. Alors, qu'est-ce que l'engagement? L'idée étant que on va un petit peu, au niveau environnemental, structurer l'environnement de telle façon que l'individu puisse s'engager. Et l'idée, en fait, c'est la situation qui va engager l'individu, mais pas l'individu qui va s'engager lui-même. Alors, c'est théorique, c'est abstrait, mais je vais vous donner des exemples, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est, par des petits actes progressifs, c'est de doucement engager les individus dans d'autres actes beaucoup plus coûteux qui vont les amener à réaliser certains comportements qu'ils n'auraient pas réalisés spontanément.
C'est ça, en fait, la technique. Alors, on va voir ensemble, et là aussi, je ne peux pas faire... enfin, voilà, l'exposé est vraiment très en lien avec certaines personnes qui ont beaucoup travaillé sur la théorie de l'engagement. Je pense à 2 grands chercheurs qui ont travaillé sur l'engagement. Je pense à Jean-Léon Beauvois et à Robert Vincent Joule, qui les premiers, ça date de 1981, ont travaillé là-dessus, sur les techniques d'engagement. Le bouquin s'intitule Soumission et idéologie, donc qui est introuvable maintenant. Mais on ne sait jamais si vous le trouvez au puce, allez-y. Mais voilà, c'est le premier bouquin qui a, on va dire, fondé un petit peu tout ce qui relève des techniques d'engagement et de leur impact au niveau idéologique et au niveau comportemental. Voilà. Et l'idée de l'engagement est toute simple, c'est que on va renverser théoriquement, on va dire, le concept de persuasion. Dans la persuasion, on partait d'idées, d'arguments, et on essayait de vous convaincre. Ça, c'est la persuasion classique. Dans l'engagement, on va d'abord vous amener à réaliser des petits actes, sans nécessairement vous convaincre. On va vous amener à réaliser des petits actes pour que vous puissiez en faire d'autres plus importants et plus impactants. Alors comme ça paraît mystérieux, mais vous allez voir que ça marche très très fort. Ça marche très très fort. Après, bien sûr, il y a toute une méthodologie derrière, mais vous allez voir par 2 ou 3 exemples que je vais vous donner qu'on peut obtenir des changements comportementaux tout à fait impactants et durables dans le temps. Alors, je ne vais pas rester longtemps sur la théorie d'engagement, mais voilà, on a quand même un chercheur qui s'appelle Kissler. Vous voyez, 1971, c'est quand même assez, c'est pas récent, qui donne cette définition de l'engagement. L'engagement, c'est le lien qui unit l'individu à son acte. C'est-à-dire que lorsque vous réalisez quelque chose, vous mettez par exemple à prendre le bus plutôt que la voiture, etc. Eh bien, le fait de prendre le bus va vous lier à l'acte de prendre le bus. Donc l'engagement, c'est le lien qui unit l'individu à son acte. Alors, c'est qu'une définition, on va voir les exemples. Alors, je passe un petit peu vite sur certaines définitions. Sachez que on essaie d'engager, mais pour engager, il faut certains facteurs, il faut appuyer sur certains facteurs. Et en fait, la théorie montre que, et je pense quand même que vous allez vous reconnaître dans certains exemples, parce que vous allez voir que finalement, on est tous objets d'engagement. Vous-même, vous êtes engagé dans je ne sais pas trop quoi, mais vous-même, vous êtes producteur d'engagement auprès des personnes avec lesquelles vous interagissez. Et vous allez voir que certaines techniques que je vais décrire tout à l'heure, eh bien peut-être vous-même vous les faites sans vous en apercevoir. Ou peut-être vous-même vous en êtes victime sans vous en apercevoir. C'est ça qui est intéressant. Donc première chose très importante, premier facteur très important, c'est que lorsqu'on fait de l'engagement, on n'oblige pas les gens à réaliser s'ils ne souhaitent pas réaliser certaines choses, tout simplement. Donc l'idée, c'est de laisser libre les gens. Vous voyez la phrase qu'on va dire, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Ne me dites pas que jamais, vous n'avez jamais entendu cette phrase. Ah, mais tu fais comme tu veux. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Tu sais, c'est pas grave si tu veux pas le faire. J'aimerais bien que tu le fasses. Hein, c'est ça. Tu n'es pas obligé. Tu veux pas me rendre un petit service. Tu n'es pas obligé. Hein, voilà. Bien, vous sentez que cette forme-là de libre choix, elle n'en est pas vraiment une. Vous le sentez. Hein, tu veux bien le faire. Ah, oui, non, je ne veux pas trop le faire, mais parce que c'est toi, je veux le faire. Donc, ok. Mais à la base, je ne voulais pas trop le faire. Donc, vous voyez que c'est un libre choix qui est un petit peu escamoté. Et on ne va pas appeler vraiment ça le libre choix, on va appeler ça le sentiment de liberté. L'idée, c'est que lorsque vous avez le sentiment de liberté, de faire quelque chose, eh bien, on en reste au niveau du sentiment. Ce n'est pas que vous êtes libre, c'est que vous avez le sentiment d'être libre. Vous voyez ? Lorsqu'on vous dit tu fais comme tu veux, c'est à toi de voir, etc., vous avez le sentiment d'être libre. Okay ? Mais l'êtes-vous vraiment ? C'est ça. Et c'est sur ce point-là que l'engagement va jouer. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens à réaliser certaines choses, on va les mettre en situation dite de liberté, mais qui n'en est pas vraiment une.
Vous l'avez tous expérimenté, hein, vous connaissez quelqu'un qui vous dit, par exemple, bah, tu fais comme tu veux, c'est à toi de voir, te sens pas obligé, etc., etc. Bah, évidemment, vous êtes libre, mais vous l'êtes sans l'être, hein. Pareil dans des relations pédagogiques, éducatives, etc., hein, le prof qui parle à l'élève, «Bon écoutez, il faudrait peut-être faire ça, c'est à vous de voir, mais voyez, faites ça». Heu, L'élève ne va peut-être pas refuser. Il est libre de ne pas le faire, mais c'est dur de refuser. Et là, on va jouer sur ces situations-là, hein, c'est-à-dire le sentiment de liberté qui fait que, bah, c'est un sentiment qui, c'est un sentiment, tout simplement. Alors ça, c'est le premier facteur, très important. Deuxième facteur, c'est le caractère public de l'acte. Alors ça, c'est des facteurs d'engagement, hein, qui vont permettre de changer les gens. Le caractère public de l'acte, tout simplement, c'est lorsque vous réalisez un acte publiquement. On vous arrête dans la rue, par exemple, et on vous dit de signer une pétition. Vous laissez votre nom, prénom, on vous demande, je sais pas, quelques euros. Ça, selon les théoriciens de l'engagement, c'est le caractère public de l'acte. C'est un caractère, un facteur d'engagement qui est là aussi pour vous engager. Hein, vous laissez votre signature, il y a engagement de votre part. Et ça, mine de rien, ça porte beaucoup d'impact, ça a beaucoup d'impact sur vos comportements, une fois que vous laissez votre signature, etc. etc. Bon, vous voyez tout ce qui se fait avec les techniques, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais les techniques commerciales qui existent là-dessus, le marketing, etc., qui usent et abusent de ce genre de trucs. Et encore ça, ce que je vous dis là, c'est très gentil. Mais il y a des techniques beaucoup plus, on va dire, non pas agressives, mais presque, qui sont, on va dire, basées sur ces techniques d'engagement. Donc, connaître la théorie de l'engagement, c'est bien, on peut s'en servir, mais aussi, c'est aussi pour s'en prémunir. On n'est pas là pour engager, on n'est pas là pour manipuler, parce qu'on n'est pas loin de la manipulation là, hein. Vous voyez que là, on navigue entre la manipulation, le changement de comportement, etc., etc. Il est évident que pour quelqu'un qui maîtrise bien ces techniques d'engagement-là, eh ben, on peut, il faut le dire, on peut facilement manipuler, hein. N'oubliez pas que nous sommes, enfin, moi je suis psychologue. Le psychologue a un code de déontologie, donc nous ne pouvons pas manipuler. Et il n'y a pas d'action sans éthique. Ça, c'est fondamental pour nous. Donc, si on utilisait les techniques d'engagement, c'est que vraiment, on a besoin de les utiliser. On ne va pas s'amuser à utiliser à tort et à travers ce genre de techniques, bien évidemment. Je passe un petit peu vite. Alors, il y a d'autres facteurs d'engagement. On a vu le caractère répété de l'acte, hein. Si quelqu'un vous demande de lui prêter quelque chose, ben, vous allez lui prêter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Au bout de 5-6 fois, il est évident que ben, vous serez peut-être engagé à prêter cet objet, hein. Et même la personne ne comprendrait pas pourquoi vous ne le prêtez pas, hein. Donc, la répétition de l'acte fait que là aussi, il y a des techniques d'engagement qui se mettent, on va dire, en œuvre. Alors, je pourrais vous citer pas mal d'expérimentations là-dessus. Le caractère coûteux de l'acte, hein, parfois, ben, on vous demande quelqu'un vous demande de prêter votre voiture. Bon, vous y tenez à votre voiture, vous allez la prêter, certes, mais c'est quand même plus coûteux pour vous, plus engageant pour vous que de prêter un stylo, un simple stylo. Vous voyez? Donc, on peut graduer aussi le caractère coûteux et donc le degré d'engagement qui corrélé en fonction de l'objet que l'on va utiliser. Alors, je passe un peu vite parce que ce n'est pas vraiment les caractères les plus marquants, mais voilà, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Il y a vraiment un facteur fondamental sur lequel il faut absolument jouer lorsqu'on veut engager, c'est le libre choix. Le libre choix. Si vous forcez les gens, si vous leur dites c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas d'engagement. L'engagement, il ne vient pas de l'individu, il fait ça parce que il doit le faire. Les lois sont là pour ça. La police au coin de la rue est là pour ça. Il n'y a pas d'engagement, hein. La police vous dit de faire quelque chose, la gendarmerie, hein. Vous avez un rond-point, vous avez un quart de police, tout le monde roule doucement. Vous enlevez le quart de police, tout le monde roule vite. Donc il n'y a pas d'engagement ici. Il n'y a pas d'engagement. L'engagement, c'est quelque chose d'interne qui vient de vous. Vous voyez? Donc, si vous forcez quelqu'un, si vous mettez un revolver sur la tempe de quelqu'un, il n'y aura pas d'engagement parce qu'il est forcé. Il faut vraiment que ça vienne de l'individu, et pour que ça vienne de l'individu, il faut le laisser libre. Et toute la difficulté, c'est d'engager en laissant libre.
avec les autres facteurs d'engagement que je viens de citer. Alors, rassurez-vous, on a des techniques toutes conçues, toutes préconçues, il suffit d'appliquer et ça fonctionne. Vous verrez tout à l'heure. Donc, le principe de liberté, je ne vais pas y revenir, mais sachez que ça a été étudié, réétudié, etc., etc. De nombreuses fois, on prend des gens dans la rue et on leur demande de signer une pétition, par exemple. On leur dit, ben voilà, est-ce que vous voulez signer cette pétition? Bon, dit comme ça, il y en a peut-être 15% qui vont accepter. Autrement, on leur dit, est-ce que vous souhaitez signer cette pétition? Mais vous êtes libre de signer. Vous êtes libre de signer. Et les 15% se transforment en 45% d'acceptation de signer cette pétition. Vous voyez, on passe de 15% à 45%. Et ça a été testé un nombre de fois considérable dans la rue. On ne va pas chercher des gens, on ne travaille pas sur des étudiants. On va dans la rue, on fait des expérimentations dans la rue sur qui passe dans la rue, et ça fonctionne. Quel que soit le statut socio-économique, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, etc. Essayez vous-même, dans votre vie, vous verrez, ajouter un petit peu de libre choix. Alors évidemment, faire attention de bien, on va dire, de bien le manipuler, ce libre choix. Mais sachez que ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on va se défiler. Parce que contrairement à ce que l'on peut penser, les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont libres qu'ils vont partir. Au contraire, ça augmente leur degré d'acceptation. Par rapport à ce que je vous ai dit, parce que c'est du sentiment de liberté. On est dans le sentiment de liberté. C'est-à-dire qu'on se sent libre, mais on ne l'est pas trop. Et donc, justement, parce qu'on ne l'est pas trop, on va se comporter ou agir de telle ou telle manière. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Bien. Donc, après, on peut théoriser un petit peu. Là, je vais arriver aux expérimentations, rassurez-vous, mais il faut un petit peu de théorie. L'idée étant que l'engagement, finalement, c'est une théorie de la responsabilisation, puisqu'on laisse libre les gens, on laisse libre les individus, et en fait, les individus vont agir comme on souhaite qu'ils agissent. C'est ça qui est important, c'est ça qui est très important à bien comprendre, parce qu'on est vraiment là dans des techniques d'induction comportementale. Alors, dernier point théoriquement sur lequel je vais intervenir avant de passer aux techniques, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'engagement lorsqu'il y a des récompenses, lorsqu'il y a des punitions. Si on vous récompense, si on vous donne 50 € ou 100 € pour faire quelque chose, il n'y a pas d'engagement. Ça ne vient pas de vous, vous faites ça pour l'argent. Pareil, si vous menacez de punition, alors il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites sur des enfants. Soit on menace de punition les enfants, soit on ne les menace pas. On s'aperçoit qu'ils réagissent mieux lorsqu'ils ne sont pas punis, lorsqu'ils sont punis. Donc, on ne va pas entrer dans le débat éducatif des punitions, etc. Ça nous amènerait trop loin. Mais sachez qu'il y a pas mal d'expérimentations qui ont été faites. Et puis, un autre facteur qui est très important, et je l'annonce maintenant parce qu'on va avoir une expérimentation tout à l'heure qui travaille là-dessus, c'est qu'on a des techniques dites d'étiquetage, qui sont aussi des techniques d'engagement. C'est lorsqu'on va un petit peu accentuer le trait de quelqu'un. On va dire à cette personne, « Ah, mais je sais que toi, tu es serviable, je sais que toi, tu es généreux. » Et donc, on va accentuer l'engagement de l'individu pour lui faire comprendre que ça vient de lui. Comme je vous disais tout à l'heure, pour le libre choix, si vous dites à quelqu'un, « Tu es serviable, je sais que tu es généreux, etc. » ce sont des facteurs d'engagement qui sont très impactants sur l'individu. Alors, on va voir tout à l'heure tout ça, et ça naturalise l'acte, si bien que l'individu va croire que ce qu'il fait, c'est naturel. C'est naturel parce qu'il va croire que ça vient de lui. Vous voyez? Parce qu'il est libre, on lui a fait croire qu'il était généreux, etc. Donc il va croire que c'était lui, j'ai fait ça naturellement. Alors que pas du tout. C'est nous qu'on lui fait croire les choses. Vous voyez? Et là, il y a vraiment un décalage entre ce que les gens vont croire une fois qu'ils sont passés à la moulinette de l'engagement, et la façon dont nous allons faire les expérimentations. Bien, alors on va passer aux expérimentations, puisque je vois que le temps tourne quand même. Et donc, à partir de cet enrobage théorique, on a mis à point. Non, oui, ça date des années 60 encore, puisque ce sont des études qui nous viennent des États-Unis. Je vais vous présenter les 2 premières études qui ont été faites dans ce cadre-là. On appelle ça des procédures de soumission librement consentie. Vous voyez le paradoxe? On est soumis, mais librement. Soumission librement consentie.
C'est-à-dire qu'on croit être libre alors qu'on se soumet finalement. Hein. Alors, si on prend un peu de hauteur, et c'est un petit peu ce qu'avait dit Jean-Léon Beauvois lorsqu'il a écrit plein de choses, c'est Beauvois disait, oui, alors on vit dans un système démocratique, hein, on est tous libres, mais est-ce que c'est pour pas mieux se soumettre finalement, hein? Je reprends un peu l'accent de Jean-Léon lorsqu'il parlait comme ça. Et l'idée étant que on est dans un système, on va dire, qui est démocratique, mais qui, d'une manière ou d'une autre, nous demande de faire certaines choses librement. Ça, c'est de la soumission librement consentie. Alors, je vous recommande quand même 2 ouvrages qui sont, on va dire, des fondements. Peut-être même vous connaissez celui qui est à droite. Le premier, moins connu, c'est La soumission librement consentie de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Donc là, c'est des lectures qui vont vous théoriques, hein, mais il y a des chapitres, on va dire, pratiques. Et le deuxième, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Joule, avec qui j'ai travaillé, je travaille encore, je travaille depuis 1990, donc ça fait 30-35 ans que je travaille avec Robert Vincent Joule. Donc on est, on va dire, dans ce cadre-là. Alors, s'il y avait un bouquin à lire, je vous dirais, lisez le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. 10 minutes. Okay. Donc, je vais vous présenter ces techniques-là. Sachez que vous pouvez déjà avoir accès à des petits articles qui sont parus sur Internet, hein, dans The Conversation. Vous tapez The Conversation, vous allez tomber sur des articles de ce type-là qu'on a écrits. Ici, c'est comment amener quelqu'un à faire librement ce que l'on désire. Alors, première technique, la plus connue. Alors là aussi, je résume, hein, ce sont des techniques que vous trouverez dans le petit traité de manipulation à l'usage de l'intelligence. C'est la technique du pied dans la porte. Le pied dans la porte est très simple. C'est demander peu pour obtenir plus. C'est-à-dire qu'on va demander peu dans un premier temps pour obtenir plus dans un second temps. Et dans un cadre de liberté. Vous voyez, il y a toujours ce sentiment de liberté qui compte. Alors, dit comme ça paraît trivial. Bon, ouais. Mais vous allez voir que les résultats sont quand même très étonnants. Très, très, très étonnants. Alors, première expérimentation. Alors, j'ai fait le choix de vous proposer des expérimentations, les toutes premières expérimentations qui ont été faites. Vous voyez, ça nous ramène à les années 60, 1966. Sachez que depuis 66, on y travaille, on y retravaille. Et aujourd'hui, on peut dénombrer des centaines et des centaines d'expérimentations sur le pied dans la porte. Hein. Alors, l'expérimentation d'il y a soixantaine d'années déjà se passait sur des jeunes femmes au foyer. Alors, la photo est un peu stéréotypée, hein, excusez, mais voilà, c'était des jeunes femmes au foyer qui... Voilà. Et donc, ces jeunes femmes au foyer, on les appelait au téléphone, hein, donc, et on leur demandait, voilà, est-ce que vous seriez prête, madame, à recevoir chez vous une équipe d'enquêteurs pour des études sur la consommation? Et ces enquêteurs vont fouiller tout dans votre maison, hein, ils vont passer tout en compte, ils vont ouvrir les placards, ils vont lister tous les produits qui s'y trouvent, etc. Et ça va durer bien 2-3 heures. Bien. Et on leur demande ça directement au téléphone. Directement. Si on leur demande ça directement au téléphone, il y en a 22% qui acceptent. C'est déjà pas mal. Bien. Alors, on se remet dans le contexte des années 60 aux États-Unis, hein, bien sûr. Hein. Alors, là, on n'est pas dans un pied dans la porte, parce qu'on n'a pas demandé peu avant d'obtenir plus. Parce que le beaucoup plus, ici, c'est d'obtenir justement ces comportements, on va dire, qui est inattendu, hein, recevoir tout un après-midi une équipe d'enquêteurs. Donc, on va demander peu et on va demander plus. On demande peu, et on leur reçoit un coup de fil, et on leur dit, ben voilà, est-ce que vous seriez d'accord, madame, pour répondre à un petit questionnaire sur vos habitudes de consommation? Dans ce cas-là, tout le monde répond oui, ok, moi je veux bien répondre à votre questionnaire par téléphone. Alors replacez-vous dans les années 60, hein, où on n'était pas, on va dire, sous l'emprise de demandes téléphoniques excessives comme aujourd'hui, hein, bien sûr. L'idée, c'est que lorsqu'elles ont toutes répondu oui, on va leur proposer 3 jours après de recevoir une équipe d'enquêteurs. Et là, regardez le pourcentage. On obtient 53% d'acceptation. 53%.
hein. C'est une étude scientifique, c'est une étude, hein, on peut la lire, hein, elle est publiée dans des revues psychosociales prestigieuses. Donc on obtient quand même un pourcentage qui augmente, on passe de 22% à 53%. Vous voyez? Première expérimentation. Deuxième expérimentation, on va un petit peu plus loin. Cette fois, donc, alors toujours Friedman et Fraser en 66, deuxième expérimentation. On est toujours avec ces jeunes femmes au foyer. Et cette fois, on va leur dire un truc, on va leur demander un truc très surprenant. Alors, on sélectionne des maisons qui sont, on va dire, avec qui ont petit jardin et qui sont près d'une route. Et là, on va leur demander si elles sont d'accord pour mettre dans le jardin un panneau pour la sécurité routière. Alors, ce n'est pas un petit panneau, hein, c'est un panneau qui fait 4 mètres sur 4. De mettre ce panneau dans leur jardin. Prévention routière, etc. etc. Alors, évidemment, dit comme ça, 17% acceptent. Vous allez me dire, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. 17%, c'est pas rien. Mais c'est pour quelqu'un qui travaille dans la soumission librement consentie, c'est pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous savez, on va demander peu pour obtenir plus. Le peu, c'est est-ce que vous seriez d'accord, madame, pour mettre un petit autocollant sur votre pare-brise? Vous savez, un petit autocollant pour la prévention routière? Tout le monde va dire oui. OK. OK. 3 jours après, on les rappelle. Et là, on leur dit, mais maintenant, vous seriez d'accord pour mettre un panneau dans votre jardin? Alors, bien sûr, ça va faire des trous dans votre jardin. Ça va être très beau. Hein. Est-ce que vous seriez d'accord? Là, on a 76% qui acceptent. 76%. Donc, vous voyez qu'on passe de 17 à 67. Évidemment, c'est une expérimentation, donc tout est contrôlé. Tout est contrôlé, toute chose étant égale par ailleurs. Donc, on maîtrise tout, bien évidemment, l'âge, la situation socio-économique, etc., etc. Hein. Bien, je finirai avec cette dernière expérimentation de pied dans la porte avec demande implicite. Alors là, ça va encore un petit peu plus loin, puisque là, donc, on va demander peu, puis l'individu va faire plus sans qu'on lui demande. Vous voyez un petit peu où on en est maintenant. Hein. On va lui demander de faire peu, puis l'individu va de lui-même en faire plus. Bon. Donc, on est vraiment ici dans des techniques à fort impact. Alors, c'est une technique qui a été testée par Joule et ses collaborateurs en 2002. Vous voyez que c'est un peu plus récent que celle de tout à l'heure, donc ça a un peu plus d'une vingtaine d'années, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, et puis c'est une large avenue où on peut faire plein d'expérimentations lorsqu'on a le temps avec les étudiants. Et là, l'idée, c'était toute simple. L'idée, c'était d'amener les gens à être altruistes. Voilà, pourquoi pas, à être altruistes. Alors, comment on va amener les gens à être altruistes? Imaginez que vous êtes dans une grande avenue, quelqu'un marche devant vous, et ce quelqu'un met la main dans la poche et tombe un billet. Un billet de 10 euros, par exemple. Vous êtes derrière, 3-4 mètres. Il n'y a personne autour, qu'est-ce que vous faites? Vous ne répondez pas. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Bien. Alors, vous allez voir les résultats. Et donc, l'idée ici, c'est d'amener aux gens, des gens qui sont derrière en train de marcher, de rendre le billet qui vient de tomber dans la poche du monsieur qui est devant. Vous avez compris, hein? Et pour cela, on va faire un pied dans la porte. Alors, quel est le pied dans la porte ici? Le pied dans la porte, c'est rendre un service. Vous marchez sur le cours Mirabeau et quelqu'un vient vous aborder. Quelqu'un vient vous aborder. Alors, c'est un touriste qui vient vous aborder. Alors, c'est un touriste, en fait, c'était un étudiant qui était déguisé en touriste, avec le chapeau, les lunettes, l'appareil photo, etc. Et le touriste vous demande, écoutez, je ne sais plus où je suis, est-ce que vous pouvez me faire voir où je suis sur le plan? Alors, il déballe le plan devant vous, vous mettez le doigt ici, vous êtes ici. Bon, ok. Et là, le touriste va vous dire plusieurs choses différentes. Alors, dans un cas, il va vous dire, ben, merci. Dans notre cas, il va vous dire, vous m'avez rendu un grand service. Ah. Dans un autre cas, il va vous dire, vous êtes serviable. Et dans un autre cas, il va vous dire, vous êtes vraiment quelqu'un de bien.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les imputations internes. Lorsque vous dites à quelqu'un, vous êtes serviable, vous êtes généreux, vous allez avoir tendance à en faire un petit peu plus par engagement. Eh bien, c'est ce qu'on va tester ici. Alors, on a un pied dans la porte ici. C'est-à-dire que vous avez un touriste qui vient vous demander quelque chose que tout le monde a déjà fait, hein, qui n'a jamais donné l'heure à quelqu'un, qui n'a jamais donné la direction à un touriste, etc. Bon. Donc, vous donnez... Ok, 5 minutes. Vous donnez cette direction à quelqu'un et ce quelqu'un vous dit soit merci, soit vous m'avez rendu un grand service, soit vous êtes serviable, soit vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Et ensuite, ce quelqu'un part. Il part. Vous marchez, il y a le monsieur qui tombe le billet devant vous. Et vous avez compris qu'on va tester tout ça sur votre comportement de restitution du billet. Alors vous allez voir, vous allez être peut-être surpris qu'on peut faire varier le taux d'altruisme considérablement en fonction des arguments que l'on vous a donnés. Alors, je vous donne vite les résultats. Lorsque vous marchez sur le cours Mirabeau, sur une avenue, et que quelqu'un perd le billet devant vous, ben vous serez 30% à lui donner directement. 30%. Alors 30%, ce sont dans les études expérimentales un pourcentage qui revient très souvent. C'est le pourcentage d'altruisme, on va dire, qu'on retrouve à peu près dans toutes les expériences, 30-35%. C'est-à-dire que parmi vous, il y a 30-35% de gens altruistes. Et puis 60-65% des gens qui ont repris le billet. Voilà. Oui, ça on le retrouve de partout. Alors maintenant, si le touriste vous remercie, il vous dit merci. Alors, dans le contrôle, il n'y avait pas de touriste. Hein. Si maintenant le touriste, pied dans la porte, s'il vous dit merci, vous voyez qu'on augmente un petit peu le taux de restitution du billet. On passe à 43%. Si vous dit vous m'avez rendu un service, eh bien, on passe à 48% de restitution du billet. Si vous dit vous êtes vraiment serviable, vous voyez qu'on passe à 70% de restitution du billet. Et si vous dit vous êtes vraiment quelqu'un de bien, on passe à 78% de restitution du billet. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut faire varier le taux d'altruisme de 30% à 78%, uniquement par la situation que l'on a créée, et donc par l'engagement que l'on a créé. Alors le pire, c'est qu'après, on demande aux gens, mais pourquoi vous avez rendu le billet? Les gens vont vous dire, mais écoutez, c'est normal, moi je suis altruiste. Pas de problème, j'ai toujours été altruiste. Alors oui, ceux qui sont dans la condition contrôle, là, il y en a 30% d'altruistes, mais les autres, ils ne sont pas altruistes. C'est nous qui les avons amenés à être altruistes, parce qu'on leur a dit. Vous voyez? Mais ça, les gens n'en ont pas conscience. Ils vont vous dire directement, je suis altruiste, je suis généreux. Donc ils n'ont pas conscience de la façon dont ce comportement d'altruiste a été mis à jour ou est né chez eux. Vous voyez? Donc nous, on arrive à manipuler ces choses-là. Alors, on le sait que ça vient de là, parce que c'est nous qui l'avons fait. Mais les gens ne sont pas conscients qu'ils ont été, entre guillemets, manipulés par ces choses-là. Et souvent, c'est la même chose. Souvent, on fait des choses dans la vie quotidienne, on ne sait pas trop pourquoi on fait ces choses-là. Et là, moi, je vous invite, lorsque vous faites des choses qui vous titillent un petit peu, quand vous avez un petit pincement à l'estomac, vous dites pourquoi je fais ça, d'examiner un peu la situation. Parfois, on a vraiment tendance à se dire, ouais, c'est moi, je l'ai fait, donc c'est moi qui le veux. Mais pas forcément. Je l'ai fait parce que la situation autour de moi, la situation, il était impossible de sortir de cette situation. La situation était tellement bien structurée que je ne pouvais que réaliser ce comportement. Vous voyez? Donc, mais les gens n'en ont pas forcément conscience. Et là, il y a vraiment beaucoup à faire sur ces expérimentations qui ont été répliquées de nombreuses fois, etc., etc. Et on en arrive à mieux comprendre le fonctionnement social et la façon dont les gens mettent de la signification sur leur comportement. Ici, c'est être altruiste. J'explique mon comportement, je mets de la signification sur mon comportement, j'ai rendu le billet, je suis altruiste. Bon. Mais ils n'ont pas accès à la vraie détermination de leur comportement. La vraie détermination de leur comportement, c'est ce qu'on leur a dit.
Ces gens-là n'ont pas accès à la vraie détermination de leur comportement. Ils ont accès simplement à la signification qu'ils attribuent au comportement qu'ils viennent de réaliser. Vous voyez, signification n'est pas détermination. La vraie détermination, c'est ce genre d'expérimentation qui le montre. Bien. Alors, j'en finis là. Si vous souhaitez aller plus loin, donc je vous conseille, vous allez sur Google, vous tapez le billet perdu, et vous allez voir l'expérimentation qui a été filmée, refilmée. Ça pourra éventuellement vous donner un aperçu un petit peu plus filmé, on va dire un peu plus narratif que ce que je viens de vous dire. Alors, j'aurai encore pas mal de choses à vous raconter. Ah ben, voilà, donc sachez aussi qu'on a écrit et j'en finis là, on a écrit un petit article sur les techniques de manipulation employées par Trump, mais très sérieux, hein. Parce que Trump a écrit un bouquin en 87 qui s'appelle The Art of the Deal, et où il met en œuvre, il décline un peu toutes ces manipulations. Et nous, avec les techniques de manipulation, on a décrypté un petit peu comment il les utilise dans ces négociations. Voilà. Et puis, on a fait, alors plus prosaïquement, mais ça nous concerne tous quand même, hein, les soldes. On se pose la question, est-ce que les commerçants sont-ils d'honnêtes manipulateurs? Allez voir l'article et vous verrez que la manipulation, elle est de partout. La manipulation, elle est de partout, hein. Voilà, je crois que je vais en rester là. Juste un dernier point, vraiment dernier, ça dit, hein, voilà, vraiment dernier. C'est que sur le plan théorique, il y a pas mal de bouquins, etc. Vous en avez vu quelques-uns. Sachez que ce que je viens de vous raconter là, c'est uniquement ce que je vous ai raconté là sur le cadran, enfin les cercles en rouge. C'est-à-dire que je n'ai pas traité des effets d'engagement sur le plan des opinions, parce que ça nous aurait fait rentrer dans une autre théorie qui s'appelle la théorie de la dissonance cognitive. Je n'ai pas traité l'escalade de l'engagement, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un processus d'escalade d'engagement qui nous fait faire des choses qui nous fait aller très très loin. Voilà, donc tout ça, j'ai laissé de côté, mais sachez que ça existe, et puis c'est tout à fait consultable sur des articles, etc. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour votre aimable attention. Merci. Fabien, merci. C'était passionnant. Et j'imagine votre frustration intense parce que vous voyez qu'il a présenté une toute petite partie des travaux. Alors, on ne vous dira pas quel type de manipulation c'est, mais c'est pour vous inciter évidemment à lire tout ça et à en savoir plus. Parce que, effectivement, notamment dans le domaine de la vente, enfin, c'est extraordinaire le nombre de techniques qui sont mises en place là. Mais si vous lisez vous-même, vous retiendrez encore mieux que si vous êtes simplement assis à écouter les meilleurs savants de la Terre, puisque c'est ici, grâce à la ville de Paris, que nous invitons chaque année les meilleurs savants du monde. Et Fabien, comme vous l'avez pu constater, en est un. Nous mettrons, Héloïse, on pourra mettre sur le site évidemment quelques liens vers tous ces travaux pour que vous puissiez les consulter. Il y a les 2 papiers dans The Conversation que tu as cités qui sont passionnants, que vous devriez tous lire. Pour pas totalement vous frustrer quand même, je propose qu'on prenne 3 questions. 1, est-ce qu'il y a 2 et une fois, 2 fois, 3? Monsieur. Je vous écoute. Merci beaucoup, c'est très intéressant comme conférence. J'ai une petite question. En fait, je suis un peu intéressé à l'histoire de religion avec beaucoup de l'art de convaincre et d'engagement, notamment à l'islam, parce que le terme islam, ça se traduit en français littéralement la soumission. Donc, c'est la soumission à Dieu. Et en comparant les techniques utilisées par cette religion, ça ressemble énormément aux techniques qu'on vient de découvrir il y a 60 ans. Comment vous expliquez qu'une religion qui est assez douée de convaincre sache toutes ces techniques il y a 14 ans environ? Comprenez que c'est une question très difficile et très vaste. Alors, je vais peut-être répondre indirectement à cette question. Peut-être ce sont des techniques qui sont utilisées sans le savoir, puisque quelles que soient les institutions politiques, religieuses, dans le discours ou dans les actes, il y a peut-être des techniques qui sont initiées, mais de bonne foi, je dirais. Maintenant, moi, je ne suis pas spécialiste de religion pour aller dans le détail de l'islam et vous donner
par A plus B divisé par Z, exactement les techniques qui sont employées. Ça va au-delà de mes compétences à ce niveau-là. Même si, par ailleurs, on, on travaille beaucoup sur certains aspects. On a travaillé dans le passé et encore maintenant sur des aspects dits de renforcement des convictions religieuses, pour ne pas dire de radicalisation. Et là, évidemment, il y a tous les aspects de la psychologie sociale qui sont, on va dire, utilisés dans ce cadre-là. Et notamment, c'est un élément de compréhension, effectivement, qui peut nous servir. Mais ce n'est pas le seul. C'est évidemment pas le seul. Parce qu'il faut ajouter à cela tous les aspects idéologiques. Et lorsqu'on parle de religieux, effectivement, ça connecte avec d'autres choses, effectivement, sociologiques, théologiques, etc. Voilà. L'intérêt de la science, c'est d'expliquer les choses, mais c'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Beaucoup de commerçants appliquent les techniques qui sont très bien décrites par Fabien et ses collègues, et pourtant ils n'ont pas eu de cours de psychologie sociale. Mais c'est vrai que quand on a la théorie, l'application est bien plus efficace, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Merci, bonjour. Moi, j'ai deux petites questions spécifiques à ce que vous nous avez expliqué, qui étaient très claires d'ailleurs, merci. Je voulais savoir si, dans la théorie du pied dans la porte, le temps entre le moment de mettre le pied dans la porte et l'action demande plus forte après change le niveau d'engagement. Et ma deuxième question, c'est est-ce que quand vous donnez des compliments d'altruisme sans l'associer à une bonne action avant, l'effet de l'engagement est quand même reçu derrière? Enfin, la bonne action après arrive quand même. Ok. Donc, première question, c'est le délai en fait. Hein, c'est le délai entre le demander peu et le demander plus. Alors, ça a été testé, bien entendu. Là, je n'ai pas le temps de vous... Mais effectivement, il y a pas mal d'expérimentations qui ont testé. Alors, là, vous voyez déjà dans les expérimentations que je vous ai montrées, il y a un délai de 3 jours entre je demande peu et je demande plus. Alors, ça a été testé par des collègues qui ont consacré pas mal de travaux là-dessus. J'ai souvenir d'une expérimentation qui allait jusqu'à 12 jours entre le peu et le plus. Voilà. Alors après, évidemment, il y a peut-être des piqûres de rappel à faire, effectivement, puisqu'il y a tellement de choses qui se passent dans une semaine, dans 12 jours, dans 15 jours, que... Mais on l'a testé, on l'a expérimenté. Je me souviens même d'une expérimentation, mais je ne sais plus si ça avait été publié ou ça allait jusqu'à 45 jours, mais ça n'avait pas été publié, je ne crois pas. Mais voilà, 12 jours, on est OK. Il y a même ce qu'on appelle des méta-analyses, hein, c'est-à-dire des études sur les études qui montrent que le délai, c'est un facteur, on va dire, qui impacte le pied dans la porte. Comme par exemple les personnes. Est-ce qu'il faut que ce soit vraiment la première personne qui demande le peu? Est-ce que c'est la même qui doit demander le plus? Donc on a montré que ça peut être 2 personnes différentes, avec 2 délais différents, par exemple. Et la deuxième question, excusez-moi, je ne me souviens plus. C'était par rapport au billet. Est-ce que de donner des compliments gratuitement d'altruisme à des gens... Tant qu'il y ait la personne... La labellisation, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors ça a été testé, effectivement, sans la technique du pied à la porte. On appelle ça la technique de l'étiquetage. Voilà. On l'a fait notamment avec des enfants. Ça a été dans une cour d'école, la maîtresse disait les enfants, je sais que vous êtes propres, vous aimez bien votre école, etc. Donc il ne faut pas qu'il y ait de papier qui traîne par terre. Et le simple fait d'avoir fait cet étiquetage, eh bien, ça a permis aux enfants d'être plus ordonnés, etc. Donc oui, ça a été fait. Merci encore, Fabien. Merci à vous. À vous toutes et tous. Merci.